Le Brent vient de franchir les 125 $ le baril. Le détroit d'Ormuz est fermé, toujours fermé. Trump prépare le bouclage définitif des exportations iraniennes. La Fed n'a rien fait. Powell refuse de partir. 4 dissidents au FOMC, du jamais vu depuis 92. Et les Mag 7 viennent d'annoncer 650 milliards de dollars de capex IA pour 2026. Peut-être même plus. Et là, vous me dites, Thomas, c'est le chaos, il faut tout vendre, il faut courir dans son bunker, acheter des conserves de thon et de l'or physique. Eh ben non, parce que Wall Street s'en fout. Enfin, Wall Street s'en foutait cette nuit, parce que les futurs étaient en hausse. Mais là, entre le baril à 125 $ ce matin, un missile hypersonique potentiel et un éventuel redémarrage militaire au Moyen-Orient, je dois dire que ça tape un tout petit peu, 0,4% de baisse. Mais bon, une chose est sûre, si on baisse aujourd'hui, c'est ni à cause de Powell ou de la Fed, ni à cause de Microsoft, ni à cause de Meta, ni à cause d'Amazon, et encore moins à cause de Google, qui est le grand vainqueur de la compétition à 4 d'hier soir. La journée d'hier n'était pas la plus passionnante de nos vies, mais ce qui s'est passé après la clôture mérite quand même qu'on s'y attarde. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Baillet, nous sommes le 30 avril 2026, et demain c'est chômé, et puis c'est aussi le Sell in May and Go Away qui commence. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors reprenons déjà calmement. Hier, il s'est passé quelque chose d'absolument fascinant, et quand je dis fascinant, je pèse mes mots, parce qu'en 20 ans de chronique boursière, j'ai rarement vu un tel écart entre la réalité et la perception du marché. D'un côté, on a la réalité, WTI à plus de 108 $, le Brent à 126 $ sur le contrat du mois de juin, le détroit d'Ormuz, par lequel transite, vous le savez, 20% du pétrole mondial, il est toujours verrouillé, encore et toujours verrouillé. Trump et son équipe sont en train de préparer un blocus prolongé pour étrangler les exportations iraniennes encore un peu plus, et accessoirement la manne de cash qui va avec. Le baril a pris 90,8% depuis le 1er janvier, presque sans faire de bruit, tout le monde s'en fout. Et de l'autre côté, la perception du marché, c'est baf, voilà, c'est tout, baf. Parce qu'Amazon, c'est trop cool, parce que Microsoft fait ses chiffres, parce qu'Alphabet a bondi de 7% after close, et parce que, tenez-vous bien, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Le consommateur américain qui va se prendre le prix de l'essence dans la gueule, on verra ça plus tard. L'Europe qui vit sous pression énergétique ou sous perfusion énergétique, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Le risque inflationniste massif d'un pétrole qui reste 3 mois au-dessus des 120 $, c'est un détail. L'investisseur de 2026, lui, ne s'intéresse qu'à une seule chose. Est-ce que Nvidia va vendre encore plus de GPU le trimestre prochain? Et la réponse, visiblement, c'est oui. Donc, on achète. Le marché a décidé que la guerre était finie, le marché a décidé qu'Ormuz allait rouvrir un jour ou l'autre, le marché a décidé que tout ça, finalement, c'est que du bruit. Sauf que le baril, lui, il continue de monter. Sauf que Trump, lui, il n'a aucune intention de relâcher la pression. Sauf que chaque jour qui passe, l'Iran s'enfonce un peu plus, et derrière, c'est Trump qui prépare un après-guerre qui pourrait être franchement moins drôle pour nous, simplement, les consommateurs. Mais bon, pourquoi se fatiguer à réfléchir quand on peut juste acheter Google? Passons donc au deuxième acte de cette tragicomédie, la Fed. Hier, la Réserve fédérale a fait ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire rien. Troisième réunion consécutive, les taux sont maintenus en 3,5 et 3,75. Bon, ça, on s'y attendait depuis 3 mois. Aucun suspense. Et si vous voulez du suspense, regardez plutôt Squid Game. Mais voilà, le vrai sujet du jour, c'est Jérôme Powell. Officiellement, il quitte la présidence de la Fed le 15 mai, on savait, sauf que la grande question, c'était est-ce qu'il reste au Conseil des gouverneurs ou est-ce qu'il part pêcher à Jackson Hole? La réponse, on vient de l'avoir hier soir, il ne part pas pêcher. Powell reste au Conseil. Alors, pour combien de temps, si on cite Powell, c'est pour une durée à déterminer, pas indéterminée, à déterminer, ce qui, en langage de banquier central, signifie en gros le temps qu'il me faudra pour pourrir la vie de Donald Trump. C'est exactement comme si votre patron vous annonçait son départ à la retraite, organisait son pot de départ, vidait son bureau, faisait la bise à tout le monde et revenait le lundi suivant pour s'installer dans la salle du conseil pour garder un œil sur les choses. Officiellement, Powell justifie ça par la nécessité de protéger l'indépendance de la Fed face aux pressions politiques, bien sûr.
Il faut reconnaître que, côté pression, Trump et Bessent ne se sont pas franchement gênés ces derniers mois. Procédures judiciaires, menaces publiques, insultes publiques, et bien sûr la fameuse prose sur Truth Social qu'on a déjà entendue plusieurs fois. Bref, l'élégance politique à la Donald Trump dans toute sa splendeur. La réaction d'ailleurs du président ne s'est pas fait attendre. Hier, sur son réseau, il a commenté la décision de Powell de rester en disant que personne de toute façon ne veut de lui ailleurs et qu'il n'aurait jamais trouvé de boulot après la Fed. Niveau analyse macroéconomique, je vous annonce qu'on a connu mieux. Quant à Bessent, alors lui, il était furieux. Et il a parlé sur Fox News hier et puis il a expliqué que la décision de Powell était une violation de toutes les règles de la Fed. Ce qui est assez gonflé venant d'une administration qui passe son temps à violer exactement ces règles en question. Mais bon, la cohérence, ça n'a jamais été le fort de la Maison-Blanche depuis le retour de Donald Trump. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde, 4 membres du FOMC meeting ont voté contre la décision sur les taux. Un vote 8 contre 4, la plus grosse dissidence depuis 1992, l'époque où Greenspan pilotait encore la Fed, pour ceux qui s'en souviennent. 3 des 4 dissidents s'opposaient surtout à une petite phrase du communiqué de presse, celle qui sous-entend qu'une baisse des taux pourrait arriver à la prochaine réunion. Franchement, on les comprend. L'inflation est à 3,3%, l'essence a pris plus de 20% en un mois et Hormuz est devenu une constipation géante de l'économie mondiale. Powell lui-même a dit qu'il ne voulait pas parler de baisser les taux avant d'avoir vu la face cachée de tout ça. Autrement dit, avant de voir les conséquences du blocage du détroit d'Hormuz. Et puis, la commission du Sénat a validé à 13 contre 11 la nomination de Kevin Warsh pour le passage en plénière, donc futur président de la Fed. Et là, accrochez-vous bien, quand hier soir on a demandé à Powell s'il pensait que Warsh serait capable de défendre l'indépendance de la Fed, il a répondu « Je lui fais confiance ». Oui, Powell, celui qui reste à la Fed parce qu'il ne fait justement pas confiance à la suite en termes d'indépendance. Mais lui, il dit qu'il fait confiance à Warsh. Là aussi, c'est beau. La cohérence, c'est presque touchant. Maintenant, attaquons le plat de résistance. Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet ont publié hier soir, et le message collectif de la soirée tient en une seule phrase. On gagne beaucoup d'argent, on dépense encore plus d'argent, et franchement, on s'en tape. On commence donc par Amazon, bénéfice par action, 2,78$ contre 1,64$ attendu, le genre de surprise qui fait pleurer les shorts. AWS, la division cloud, a bondi de 28% à 37,6 milliards. Le CEO a confirmé que les 200 milliards de dépenses IA prévues pour 2026 restaient sur les rails. Et petit détail planqué dans les annexes du rapport écrit en tout petits caractères, le free cash flow s'est effondré de 95% sur 12 mois à 1,2 milliard. Amazon, qui était une machine à cash probablement la plus efficace de la planète, est en train de cramer son fric à une vitesse qui ferait rougir Bruno Le Maire. Mais bon, c'est pour l'IA, donc c'est pour le bien de l'humanité. Ensuite, Alphabet, la star du jour, Google Cloud a plus 63%, 20 milliards de revenus, record absolu, le carnet de commandes a littéralement doublé en un trimestre pour dépasser les 460 milliards. 460 milliards de revenus déjà signés, mais pas encore facturés. Sundar Pichai a annoncé que Gemini avait permis le meilleur trimestre de l'histoire pour l'IA grand public. Le titre a pris près de 7% en after close et pour une boîte de cette taille, ça fait beaucoup. 7%, ça fait beaucoup de pognon. Le CAPEX est à 35,6 milliards, qui est légèrement en dessous des attentes. Mais bon, dans le contexte actuel, c'est plutôt une bonne nouvelle. On enchaîne donc avec Microsoft, chiffre d'affaires à 82,9 milliards, plus 18%, Azure à plus 40%, bénéfice net à 31,8 milliards, tout est solide, tout est propre, tout est ennuyeux comme une déclaration fiscale. Sauf 2 petits problèmes. Premièrement, Copilot, l'assistant IA à 30$ par mois qu'on nous a vendu comme la révolution du bureau, il plafonne à 20 millions d'utilisateurs sur une base installée de plusieurs centaines de millions. L'adoption est, disons-le poliment, laborieuse. Et le deuxième problème, Microsoft a perdu l'exclusivité sur la revente des produits OpenAI après avoir investi des dizaines de milliards dans le partenariat. Et pour finir, les CAPEX annoncés pour 2026 grimpent à 190 milliards alors que les analystes en attendaient 150. Le titre a donc reculé de 2% after close hier. Voilà. Et enfin, Meta. Là, c'est l'incident industriel. Revenu à plus 33% à 56,3 milliards, la plus forte croissance trimestrielle depuis des années. Et pourtant, le titre s'est fait défoncer de 7% after close. Pourquoi ? 3 raisons là aussi. Tout d'abord, Mark Zuckerberg a relevé le CAPEX 2026 à 125-145 milliards. Avant, on attendait 115-135.
2, pour la première fois depuis qu'il publie cette donnée, les utilisateurs actifs quotidiens du réseau sont en baisse. 3, le rachat de Manus a été bloqué par la Chine, donc 2,5 milliards, pouf, partis en fumée. 2 procès perdus pour la sécurité des enfants et 8000 licenciements programmés pour le 20 mai. Joli combo. Et pour finir en beauté, le CTO, le Chief Technical Officer de Meta, a expliqué dans une note interne que les agents IA feraient bientôt le boulot des employés actuels. Ce qui doit être super rassurant pour les 70 000 personnes qui restent encore en poste chez Meta. Excellent climat social et bonne ambiance pour la fête du travail de demain, surtout pour ceux qui vont bientôt ne plus travailler. Maintenant, si vous voulez le chiffre qui tue, c'est le total des capex annoncés ou confirmés hier soir par ces 4 boîtes uniquement. Et ben, on en est à plus de 650 milliards de dollars. 650 milliards de dollars. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. La mauvaise, c'est que personne ne sait précisément ce qui marche, pourquoi ça marche, ni combien de temps ça va continuer, ce que ça va rapporter. Pendant que Wall Street célèbre l'IA, l'Asie ce matin regarde le baril et vend. Le Nikkei perd 1,4%. La production industrielle japonaise a reculé de manière inattendue en mars, ce qui veut dire que les économistes ne l'avaient pas vu venir. Bonne nouvelle malgré tout, les ventes de détail dépassent les attentes, donc les Japonais consomment plus dans les magasins tout en produisant moins dans les usines. Stratégie économique audacieuse, on appelle ça vivre au-dessus de ses moyens. Autrement, Hong Kong perd 1,5%, Shanghai ne fait rien, les PMI chinois restent au-dessus des 50 portés par les exportations, donc pas de contraction de ce côté-là. Sauf que le vrai sujet du matin, c'est pas la Chine, c'est pas les PMI, c'est le pétrole. Le Brent est au-dessus de 125 $ sur le contrat juin, Hormuz est toujours bloqué et Trump propose à ses alliés une coalition baptisée, alors accrochez-vous, Maritime Freedom Construct. Il fallait oser, hein. On dirait quand même un nom de start-up écolo basé à Berlin. Cette coalition aurait théoriquement vocation à rouvrir le détroit, et théoriquement, en attendant, Washington prépare quand même, paraît-il, une prolongation du blocus et les militaires américains sont en train de briefer Trump sur l'utilisation et sur des nouvelles opérations qui impliquent des missiles hypersoniques. Donc, pour résumer, personne ne sait comment ça va se terminer, la tension monte d'un cran chaque jour et ce matin, les futurs américains sont donc passés du vert au rouge. Le S&P 500 va donc ouvrir en baisse, devrait ouvrir en baisse de manière assez logique par rapport aux tensions géopolitiques. Pour la petite histoire, à 4h du matin, les futurs étaient en hausse, et là, à 8h30, c'est en baisse. À côté de ça, Total Energy a publié de très bons chiffres trimestriels hier, dopés comme par hasard par l'envolée du baril, et comme à chaque fois, ça hurle en France. Les socialistes français ont même annoncé, je cite, « déposer une proposition de loi pour taxer les super profits des profiteurs de crise ». Quand on écoute hurler les socialistes sur le sujet des super profits et qu'on entend qu'ils voudraient proposer Hollande comme prochain présidentiable, parce que tu comprends, il n'a pas assez fait de mal la première fois, on se dit qu'Audiard aurait bien de la matière pour inventer de nouvelles citations sur les Et puis UBS, parce qu'on est en Suisse et qu'il faut bien en parler, bénéfice net en hausse de 80% à 3 milliards, revenu à 14,24 milliards, 51 milliards de capitaux frais entre wealth management et asset management, bref, la banque gagne de l'argent, beaucoup d'argent, ce qui reste en théorie sa raison d'être. Hermétique continue de pester contre le Conseil fédéral sur les exigences de fonds propres. Le feuilleton continue donc, et les rachats d'actions aussi. On résume, parce qu'il faut bien atterrir finalement. Hier soir, les Mag 7 ont sorti des chiffres globalement bons, qui ne changeront pas la face du monde. La Fed a fait des déclarations importantes, qui ne changeront pas la face du monde. Powell reste, et ça ne changera pas la face du monde. Mais le pétrole qui se balade au-dessus des 125 $, ça pourrait changer la face du monde. Aujourd'hui, on regardera le PCE américain, le chômage allemand, le PIB français, le PIB européen, et puis il y aura bien sûr la Banque Centrale Européenne qui nous annoncera qu'ils ne font rien, mais qui pourrait peut-être faire quelque chose au mois de juin. Il y aura aussi une avalanche de publications trimestrielles, et les Lilly, Mastercard, Caterpillar, Merck, Bristol-Myers avant l'ouverture américaine. En Europe, on a eu UBS, mais on a aussi Schneider, Unilever, BNP, et ce soir, après la cloche, Apple, plus SanDisk, c'est ce fameux titre qui a pris 3000% en 12 mois, et Amgen, qui eux n'ont pas pris 3000% en 12 mois. Autrement, demain, je ne serai pas là, pas de vidéo de marché, mais juste une vidéo quand même sur les manipulations boursières made in Maison Blanche, donc il y aura quand même quelque chose, on ne parlera pas marché, mais on parlera manipulation, je vous conseille quand même de revenir demain. Autrement, on se retrouve samedi pour le Swiss Bliss, bien sûr, et pour entamer ce mois de mai, ce fabuleux mois de mai et son Sell in May and Go Away, mais aussi pour vous dire de retenir 2 dates, en fait, celle du 18 juin, parce que c'est celle du Swissquote Trading Day à Lausanne, et celle du 12 mai.
Le 12 mai, je vous annoncerai un truc au sujet de ma chronique boursière que je publie sur investir.ch. Alors retenez bien, le 12 mai et le 18 juin. Dans les deux cas, ça devrait valoir le détour. D'ici là, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, vous likez cette vidéo, vous la partagez, vous la commentez, et vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain de toute façon. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.